Vous avez 63 ans, c'est un âge où beaucoup de gens songent à la retraite ou à tout le moins à une pré-retraite. Vous, vous enseignez aux États-Unis, vous Oui. enseignez en France, vous avez publié une vingtaine de livres, le dernier, Oui. La légende des La légende anges des à, anges. à l'automne. Oui. Vous co-dirigez une collection qui s'appelle Oui. Domino, vous Domino. donnez des conférences un peu partout. Qu'est-ce qui fait courir Michel Serres? Oh, je ne cours pas tellement, je m'arrête très très souvent. Et même, je pense que je cours de moins en moins. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, le problème de la qualité du travail l'emporte de beaucoup sur la question de la quantité. Et vous en faites encore beaucoup. Les gens à votre Pas âge beaucoup. pensent à se la couler douce, à se payer du bon temps, à profiter de la vie. Beaucoup plus. Souvent, les valeurs changent. C'est moins axé sur le travail que ça l'était avant. Les valeurs changent. D'ailleurs, les valeurs changent au cours de la vie, tout le temps. Si on ne change pas de valeur à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, on vieillit de façon irréversible. Au fond, un homme vieux, c'est un homme qui veut rester jeune. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que si vous voulez rester à 60 ans l'homme que vous avez été à 40, votre vieillissement est fatal. Je crois que le véritable idéal, c'est d'avoir son âge. C'est-à-dire tolérer qu'on ait exactement l'âge qu'on a, et à chaque âge correspond une vision du monde, une réadaptation au monde dans lequel on est, à son corps, aux autres et à ses exigences. Mais en même temps, comment on fait pour ne pas vieillir prématurément C'est très dans son facile. corps et dans sa tête? C'est très facile. Au fond, le problème du vieillissement et la manière de se défendre a trois solutions, et trois seulement. Une mauvaise, une moyenne et une excellente. Il se trouve que l'excellente est complètement oubliée. Il y a une mauvaise solution, c'est ce qu'on pourrait appeler les cosmétiques. On peut arranger les choses, avoir un faux nez, avoir des faux seins, etc. Ça, c'est la plus mauvaise des solutions parce qu'elle ne marche jamais. Et pourtant, c'est celle la plus répandue. Elle ne marche jamais. Il y a une seconde solution qui est déjà un peu meilleure, que j'appellerais la solution gymnastique. C'est-à-dire continuer à faire de l'exercice qu'il faut, continuer à... Ce matin, je suis allé marcher 2 heures sur le Mont-Royal, c'était tellement merveilleux avant le lever du soleil. Il faut faire de l'exercice, et lorsqu'un médecin vous dit, pour ne pas vieillir, faites de l'exercice, tout le monde les croit, et ils ont raison. Mais ça a des limites. Je ne peux pas, à 60 ans, sauter 1,80 m en hauteur. Beau m'entraîner, je n'y arriverai pas. Et la troisième solution, qui est complètement oubliée, que personne ne pratique, et qui est pourtant de loin la meilleure, c'est la suivante. Elle est intellectuelle. Si un médecin vous disait un jour, si vous voulez ne pas vieillir, vous devez tous les jours faire de l'exercice physique, mais aussi un exercice un peu intellectuel. Lisez quelque chose d'un peu plus difficile que ce que vous arrivez à comprendre. Alors, votre intellect est toujours éveillé et la véritable jeunesse passe par l'esprit. Et nous l'avons complètement oublié. On préfère les cosmétiques, on préfère l'exercice physique et on oublie que ce qui vieillit le plus vite, c'est les facultés d'adaptation et les facultés de culture. Pourquoi on a oublié ça, d'après vous? Eh bien parce que nous croyons qu'en achetant quelque chose, ça dispense d'un effort. Ce n'est pas vrai. L'effort intellectuel, l'effort de compréhension, si on l'oublie, on est un vieillard à 30 ans, on est un vieillard à 25 ans, on est un vieillard à 40 ans. Tandis que essayer de comprendre une chose difficile, essayer de se réadapter à un monde inattendu ou imprévisible pour vous, est la véritable solution. Et ça, personne ne le dit jamais. Mais êtes-vous du genre à faire des problèmes de mathématiques pour vous détendre? Ce n'est pas du tout ça. On me dit souvent, vos livres sont un peu difficiles. Alors je leur réponds, lisez mes livres. Lisez mes livres, vous allez voir. Vous allez avoir dès la difficulté à lire la première page, la deuxième, la troisième, etc. Puis le simple effort va vous faire rentrer dans un autre monde, mais vous-même, vous en gagnerez un extraordinaire bénéfice. Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez de cette façon-là un peu je aussi? connais des grands vieillards de 85, 90 ans, etc., qui ont l'œil brillant, etc., qui sont beaucoup plus jeunes que beaucoup de mes collègues de 25 ans, qui déjà ont laissé tomber toute activité intellectuelle ou toute activité de réadaptation et qui ne veulent pas comprendre les choses difficiles. À force de taper sur le facile, à force de lire des choses évidentes ou de feuilleter en regardant seulement les images, on devient des imbéciles. Et devenir un imbécile, c'est ça, vieillir. Vous voyez ce que je veux dire? Vieillir, c'est surtout
ne jamais vouloir faire d'efforts de ce genre. Mais est-ce qu'on apprend que ce que l'on comprend? Pas du tout, mais non. On apprend surtout ce qu'on ne comprend pas. Je veux dire par là que si, quand j'étais à l'école, je n'avais pas appris par cœur des fables de La Fontaine que je ne comprendrais pas, elles travaillent dans l'esprit, elles travaillent dans le ventre, elles travaillent dans le corps. Et on finit par les comprendre 10 ans, 20 ans, 40 ans après. Vous voyez? Mais le par cœur, la mémorisation, pour vous, c'est extrêmement important. Bien entendu, nous ne sommes que mémoire. Bien entendu, la mémoire est un facteur très très important dans la compréhension, bien entendu. Pourquoi? Parce que la mémoire favorise l'incorporation. Vous voyez, vous apprenez par cœur un certain nombre de choses quand vous êtes jeune, et puis elles font partie de vos muscles, de vos cuisses, de vos genoux, de vos chevilles, et puis peu à peu, les chevilles remontent, et 20 ans après, vous dites « Ah, ça voulait donc dire ça !» Et vous le comprenez au moment où vous en avez besoin, dans une circonstance tout à fait imprévue de votre vie. Pour vous, c'est l'imprévu l'important. Voilà. Oui. Oui, c'est l'imprévu. Ça se cultive l'imprévu? Mais je veux dire par là que si vous absorbez des choses plus difficiles, elles vous préparent à un certain imprévu. Vous voyez, je crois. Pour vous, fabriquer un livre, vous avez dit ça souvent, c'est une joie exquise. On pourrait penser que c'est facile, mais vous dites non, du même souffle, c'est ardu, c'est difficile. C'est très dur de faire la joie, de l'effort, voilà. Ça aussi, c'est une notion dont on n'entend pas parler. Si, écrire un livre, c'est même probablement ce qu'il y a de plus dur au monde. C'est-à-dire, quand je m'arrête d'écrire, je pourrais faire des choses que les gens trouvent très difficiles, et rien n'est plus difficile que cela, parce que cela demande une énorme patience, une régularité absolue, c'est-à-dire se lever tôt, travailler toujours le même nombre d'heures et quelquefois très longtemps, revenir sans arrêt sur les mêmes questions, revenir sans arrêt sur la formulation. Donc c'est un entraînement. Au fond, ceux qui m'ont appris à travailler, ce sont les sportifs de haut niveau. Vous voyez, les gens qui s'entraînent pour le tennis, pour les Jeux Olympiques, etc. C'est eux qui vous ont enseigné la joie de l'effort? Et alors, au bout d'un certain temps, lorsque l'effort parvient à un certain résultat relativement satisfaisant, effectivement, ça prépare les plus immenses joies qu'on peut imaginer, un peu comme l'alpiniste qui arrive à passer une voie très difficile, et quand elle arrive au sommet, il y a une sorte de joie intense qui le saisit, en comparaison de quoi aucune autre joie n'est comparable. Est-ce que vous êtes arrivé, parce que vous écrivez presque un livre par année, à avoir de la joie en l'écrivant, ou c'est simplement quand le livre est terminé que là vous êtes content? Là aussi, c'est imprévisible, ma chère. C'est-à-dire, quand j'écris La Légende des anges, par exemple, la conception est toujours étonnamment joyeuse, parce que l'idée, comme ça, que le monde contemporain, qui est le monde des messageries et des messagers, peut-être comparé à la légende, au vieux mythe ou la religion des anges, qui est une tradition religieuse de l'autre côté, ça fait une sorte de court-circuit qui vous éblouit, bien entendu. Puis une fois qu'on a eu cette conception et cet éblouissement, ben voilà, il faut s'y mettre, il faut commencer à concevoir comment le préparer, comment le présenter. Et à ce moment-là, c'est véritablement du travail, un peu un travail d'orfèvre ou un travail manuel, vraiment une artisanat. Pour vous, c'est un travail d'artisan, vraiment. D'artisanat. Le métier d'écrivain se fait avec le corps, c'est un métier corporel, avant même d'être un métier intellectuel. C'est un métier qui demande une certaine ascèse corporelle, des habitudes d'alimentation, des habitudes de boisson. Il ne faut pas... il n'y a pas une seule œuvre d'art qui se soit faite avec ni la bière, ni le vin, ni la piqûre, ni les... Non, 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 non. Pourtant, il y a plein de poètes qui ont utilisé les drogues. Ta. Quand ils utilisaient les drogues, ils ne faisaient pas de poèmes. Ça, vous pouvez bien en être sûr. Non, non, ça demande au contraire un peu une vie austère, une vie un peu difficile. Et donc là, il y a le travail artisanal régulier. Et donc là, il y a le travail artisanal régulier. Mais lui-même, ce travail, dans son exigence, est porteur aussi souvent d'une allégresse tout à fait typique. Mais ça, est-ce que ce sont vos origines paysannes, de la ferme, de vivre avec les saisons, du travail artisanal? Est-ce que ça vous vient de là, cette façon de concevoir l'écriture? Le travail de... Vous savez que le mot « page », faire une page avec les lignes, c'est le même mot qui en latin voulait dire le champ labouré. C'est le même mot. Pagus voulait dire le champ labouré, c'est devenu page.
Et quand on écrit une ligne, puis une ligne, cela demande exactement les mêmes vertus de patience que le cultivateur devait utiliser lorsqu'il labourait. Vous voyez, ça ne se fait pas sans du temps, sans beaucoup de temps. Vous voyez, à suivre les bêtes avec la charrue, vous voyez, comme nos ancêtres faisaient au Québec comme en France. Vous voyez. Donc là, je crois que la vertu de patience est aussi de tradition paysanne. Qu'est-ce qui vous est resté à part ça, des valeurs familiales, du milieu dans lequel vous avez grandi? En quoi est-ce que ça vous a marqué? Je crois qu'un adulte, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfance. Je veux dire par là que cultiver son enfance est une mode contemporaine qui a fait des adultes des enfants décadents. Être un adulte, c'est être adapté au monde contemporain et avoir des enfants. Non pas avoir été un enfant, mais avoir des enfants. Et c'est pourquoi les enfants sont si en crise actuellement, c'est que notre génération est une génération qui a, d'une certaine manière, oublié son âge adulte. Pourquoi? Parce qu'il a voulu rester des enfants. La génération dont je fais partie me paraît souvent une génération d'enfants gâtés. Un enfant gâté, c'est celui qui veut rester enfant toute sa vie. Même la vôtre? Qui ne décide pas la vôtre et celle qui surtout la nôtre, oui. C'est ça. Et qui ne veut jamais devenir un adulte. Et comme elle ne veut jamais devenir un adulte, elle ne devient jamais ni père ni mère. Et par conséquent, les enfants d'après paient les dividendes de cet égoïsme-là. Je crois qu'un adulte, c'est un homme qui a des enfants, qui a des petits-enfants, qui a un travail et des enfants, qui aime ses enfants, et non pas qui aime l'enfant qu'il a été. L'enfant qu'il a été, il doit l'oublier, ma chère. Et par conséquent, si vous me demandez des nouvelles de mon enfance, je ne vous en donnerai pas. Je vous donnerai des nouvelles de l'enfance de mes petits-enfants. Ça m'intéresse. C'est-à-dire, qui sont mes petits-enfants, comment ils vivent, quel est le monde que je leur prépare et que vous leur préparez. Ça, c'est des problèmes d'enfance importants. L'enfant que j'ai été, le monde est mort, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes inquiet pour vos petits-enfants? Je suis d'autant plus inquiet que le monde est quand même dangereux dans lequel nous les précipitons. Mais c'est notre monde, c'est celui dont nous sommes, nous, responsables, ma génération et la vôtre. Et par conséquent, Vous savez sans doute que le commandant Cousteau en France a organisé quelque chose qui s'appelle le Comité pour le droit des générations futures. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est justement essayer de comprendre le monde dans lequel les générations futures vont grandir et quelles sont les choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, et surtout celles qu'il ne faut pas faire, pour leur préparer un monde finalement très difficile. Parce que, vous voyez, vous me posez des questions sur ma formation, elle n'a pas d'autre intérêt difficile. Parce que, vous voyez, vous me posez des questions sur ma formation, elle n'a pas d'autre intérêt que de préparer la formation des générations futures. Voilà. L'essentiel, c'est toujours l'avenir, le passé. Et il est passé. Et bien voilà, c'est ce qu'il y a de mort en moi. Et ce qu'il y a de mort en moi n'a pas d'intérêt. Ce qu'il y a de vivant dans mes petits-enfants a beaucoup d'intérêt. Dans le monde dans lequel on vit, il y a de moins en moins de contacts entre les gens. On va au guichet automatique pour faire ses transactions bancaires. Avec l'autoroute électronique, on pourra tout faire assis de son fauteuil. Comment on fait pour ne pas nier le progrès, mais pas perdre le plaisir de la parole, du regard, de sentir l'autre? C'est justement ce problème qui m'a fait écrire la légende des anges. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde de messagers, de messagerie et de porteurs de messages. Et bien entendu, plus on a de facilité de communication, moins on a de contact, puisqu'on a beaucoup de facilité de communication. Mais là aussi, on voit très bien ce qu'on perd, on ne voit pas souvent ce qu'on gagne. Ou plutôt, on voit ce qu'on gagne, on ne voit pas ce qu'on perd. Au bout d'un certain les deux, non? Voilà, au bout d'un certain temps, il faudra faire la somme ou le bilan. Il y a des choses qu'on perd, en effet, c'est-à-dire que les anciennes manières de communiquer ont perdu de leur efficacité, certainement. Mais vous avez remarqué à quel point il y a de nouvelles manières de communiquer. Il y a une nouvelle manière pour les jeunes de se trouver entre eux. Il y a des nouvelles sociétés qui se forment, et ainsi de suite. Vous voyez, je crois que la nécessité de se rencontrer ou la nécessité de faire des groupes n'a jamais cessé, d'une certaine manière, mais que la variété de ces groupes, la nature de ces groupes
change, tout simplement. Ce n'est pas parce que certaines connexions ont disparu que tout est catastrophique, au contraire. Non, là, ça a disparu et c'est en train de reparaître ailleurs, tout simplement. Mais dans tous vos livres, que ce soit Le tiers instruit, Le contrat naturel, La légende des anges, on sent que vous parlez beaucoup des problèmes, mais il y a un fond d'optimisme, comme ce que vous venez de dire aussi. D'où ça vient, cette espèce de vision du monde, de vouloir toujours transformer les choses et de voir le côté positif qui va ressortir des problèmes les plus graves? C'est à cause de mes petits-enfants, mademoiselle. C'est-à-dire, vous voulez que je sois le vieillard en train de pleurer sur le monde qui est en train de mourir pour leur... à quoi ça leur servirait à eux? Le monde continue. Ben, quand le monde continue, nous n'avons pas beaucoup le choix. Si nous étions pessimistes, on peut toujours être pessimiste, ça donne de jolis poèmes, et après. C'est vrai que le monde va mal. Mais vous savez, il va tellement mal que vous et moi, nous allons mourir. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est la nouvelle obligatoire depuis que le monde est monde. Donc ça va très mal. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. Si, on peut chanter la tristesse de mourir, bon. Mais ce qui compte justement, c'est de construire un monde pour les petits-enfants, et nous n'avons pas tellement le droit de leur laisser un héritage catastrophique. Donc il y a optimisme presque obligatoire. L'optimisme, c'est le temps continue, et comme le temps continue, nous sommes obligés de construire ce monde qui vivra dans ce temps-là. Mais quand on pense aux petits-enfants, justement, comment on fait pour éviter le naufrage? Parce que autant on n'arrive pas à éviter les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les raz-de-marée, autant on a le pouvoir d'en créer nous-mêmes. Avez-vous remarqué que ce ne sont pas des catastrophes naturelles? Ce sont des catastrophes, mais ça prouve que le monde vit. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de tremblement de terre et de volcans, ça prouverait que notre planète est morte et comme ce serait la Lune. Et sur la Lune, il n'y a pas de vie. Vous voyez? Puisque notre planète est chaude, alors elle implique des volcans, des tremblements de terre, etc. Mais c'est la preuve de la vie et de la continuation de son temps. Mais ce qui est changé, c'est qu'on a le pouvoir de créer des catastrophes aussi. Vous dites même qu'Hiroshima, ça a vraiment changé toute votre vie. On a le pouvoir de détruire la planète. Comment on fait pour éviter à nos petits-enfants l'espèce de naufrage? C'est-à-dire que rien n'a été plus important ces 50 dernières années que la puissance que nous avons prise au moyen de la science et de la technologie sur le monde et sur l'avenir. Et c'est pourquoi je suis devenu philosophe, parce que j'étais scientifique d'origine, et les problèmes comme Hiroshima m'ont amené justement à réfléchir là-dessus. Et il n'y a pas, en effet, de problème plus important que la bioéthique aujourd'hui, que la déontologie de la science, que la déontologie de la technique. Pourquoi croyez-vous que j'ai écrit La légende des anges de nouveau? Parce que je voyais bien que le monde que nous sommes en train de créer, qui est un monde de messagers, de messagerie, etc., pose des problèmes aussi graves que la transformation des anges en démons, que la chute des anges. Donc il y a là des problèmes très graves de misère, de responsabilité scientifique, etc. Et tous mes livres essaient de traiter de ces questions-là et de prendre tous les moyens de les résoudre. Et là, dans Les légendes des anges, le croisement ou le carrefour entre les traditions religieuses et les traditions scientifiques ont été la clé que j'apporte à la question. Mais vous savez aussi, en même temps, les scientifiques disent la science doit être entièrement libre, on ne doit pas mettre de barrières. Il y a des foules de perspectives, que ce soit l'aventure du génome humain, la médecine génique, il y a des problèmes moraux. Est-ce qu'on devra mettre des balises à la science, d'après vous? Le problème n'est pas encore résolu. Le problème n'est pas encore résolu. Pourquoi? Parce qu'il se résout tous les matins. Il se résout en temps réel. Si vous voulez, il pose la question suivante. Vous savez, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, tout le monde sait ça. Et il y a un conflit réel entre la liberté et l'égalité. Les savants doivent être libres, en effet, et c'est à cette condition seulement que la science avance et trouve des solutions. Donc ils ont tous les droits, puisqu'ils sont complètement libres. Et le droit, à ce moment-là, dit aux scientifiques, d'accord, tu as tous les droits, mais il faut que tu prennes conscience que dans la société dans laquelle tu vis, tu es le seul à avoir tous les droits. Donc il y a un problème d'égalité là. Vous voyez, le conflit est là. Le conflit est entre la liberté de certains et l'égalité demandée par les autres. Donc il y a une sorte de conflit assez précis aujourd'hui entre les exigences de la science et les exigences du droit, c'est-à-dire de la société.
ce conflit ne se résout pas d'un trait de plume ou d'une seule parole avec une réponse que j'apporterai toute faite à votre question. Non, ce conflit, tous les jours, il est en train de se négocier dans les laboratoires, dans les réunions de bioéthique et dans les usages. Devant les tribunaux aussi. Devant les tribunaux, dans la jurisprudence, bien entendu, chez les philosophes qui traitent de ces problèmes, chez les politiques. Vous savez, je me souviens très bien, il y a une dizaine d'années, le ministre de la Justice me téléphonant, me disant « Voilà, il y a des pratiques de plus en plus importantes sur les mères porteuses. » Vous vous rappelez, ça se faisait beaucoup. Et on commençait à ce moment-là à faire des enfants éprouvettes, vous vous rappelez, et il n'y a pas de droit. Est-ce qu'on pourrait créer une petite cellule avec des scientifiques, etc., des philosophes, pour essayer de créer un droit, vous voyez? Et donc, chaque fois qu'il y a une question posée, les réponses commencent à se construire, vous voyez? Ce sont des choses difficiles, longues, et par conséquent, ça se construit en temps réel, tout simplement. Vous avez toujours dit que le projet philosophique par excellence, c'est l'anticipation du monde. Vous le voyez comment, le monde que vous voulez, vous, pour vos petits-enfants? Je crois qu'il sera extraordinairement différent de celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille, nous sommes en train de vivre en ce moment une révolution scientifique absolument considérable et technologique considérable, auprès de laquelle les précédentes étaient simplement des détails. Pourquoi? Parce que ça va toucher tout, à la fois la biologie, c'est-à-dire le vivant, la médecine, mais aussi la physique, la technologie, le monde entier, la planète entière. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit La légende des anges, parce qu'il s'agit vraiment d'une sorte d'universel. Et donc là, il faut se préparer à des changements tout à fait extraordinaires et importants sur le travail, sur les usages, sur les mœurs, etc. Et donc il faut être très très attentif à ces transformations-là. Et si on n'est pas attentif, on trahit un peu. Vous voyez, c'est ça la question. Je crois qu'on ne peut pas dire là de nouveau comment voyez-vous ce monde-là, mais de participer à sa construction pour éviter les dérapages. Vous voyez, parce que, bien entendu, les dérapages sont possibles et inévitables à beaucoup d'endroits. Il y a longtemps, vous aviez accordé ici une entrevue à Fernand Séguin et vous disiez, moi, dans les années 50, si on m'avait donné le choix entre le prix Nobel et être animateur à la télé, j'aurais choisi animateur, journaliste à la télé, parce que ça permettait de partager la culture. Si je vous posais la même question en 1994, je ne suis pas sûre de la réponse. Hein? En effet, en 1950, des gens de ma génération avaient pensé que la télévision aurait ou devait jouer un rôle extraordinaire en matière de diffusion et de partage culturel. L'a-t-elle fait? Ce n'est pas complètement sûr. Elle le fera, j'en suis certain. Aujourd'hui, dans La légende des anges, par exemple, je dis ce chiffre qui m'a tellement terrifié, qu'un adolescent de 14 ou 16 ans a vu à la télévision plus de 20 000 meurtres. Il y a là quelque chose d'assez pesant et assez dur. Nous faisons peser sur la génération d'après nous un poids de mort et de violence terrible, vous voyez, et qui est le contraire de l'espoir pédagogique que j'avais mis dans cet outil. Mais je crois que ça viendra. Pourquoi? Parce que il faudra bien un jour tout de même que les problèmes pédagogiques que nous posons, qui sont vraiment sérieux, tout pays confondu, riche comme pauvre, mettent en marche tous les moyens de communication dont nous disposons pour la formation permanente des gens. Et je crois que le temps est venu aujourd'hui de faire fonctionner, mais pas seulement la télévision, la radio, le fax, le courrier électronique, le Minitel, comme on dit en France, etc., à l'éducation, à la formation des gens. Je crois que ce temps viendra, qu'il est d'ailleurs en train de se préparer, et que donc, je réponds 3 fois à votre question. La première fois, j'avais dit animateur de télévision. La seconde fois, c'est-à-dire aujourd'hui, je dirais en effet. Le prix Nobel. Il y a peut-être un programme qui n'a pas été tenu, mais pour l'avenir, je crois que ce problème sera tenu et que de nouveau, il faudra être dans ce programme-là de formation et de pédagogie pour tout le monde, égalitaire pour tout le monde. Et ces moyens de communication le permettent. Pour vous, c'est la plus grande inégalité, le savoir, la transmission du savoir, la culture? Oui. Plus que les inégalités économiques? Nous sommes
habitués à penser que l'économie, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais maintenant, depuis 20, 30, 50 ans, l'économie dépend de l'innovation industrielle, c'est-à-dire de l'invention scientifique, c'est-à-dire en dernier recours de la pédagogie et de l'instruction. Donc, l'important dans un pays, c'est l'investissement sur l'instruction des gens et sur l'éducation et sur la formation. Et nous l'avons oublié. Et il faudra que nos moyens de communication se dévouent en grande partie à cette besogne d'instruction et d'éducation. C'est ce qu'il y a de plus important et c'est cela qui pilote l'économie. Donc l'inégalité en matière de formation et d'instruction est plus importante que l'inégalité économique puisque demain elle la causera. Vous voyez. Donc je suis vraiment pour le savoir à la portée de tout le monde. C'est ce qui est l'enjeu des démocraties du monde de demain. Je vais vous souhaiter longue vie, de continuer aussi à essayer de nous éviter les dérapages qui nous guettent. Je vous remercie beaucoup.